Bonjour à toutes, bonjour à tous. Est-ce qu'on entend bien même au fond de la salle? Excellent. D'abord, merci à vous d'avoir non seulement organisé cet événement, de nous avoir invités sur un thème effectivement qui est extrêmement important, dont on débat beaucoup. Je crois que l'intitulé du débat, c'était comment inventer un nouveau modèle économique et social. C'était au fond l'enjeu à la fois de la campagne présidentielle et de ce début de quinquennat, la question du changement de modèle. Pourquoi est-ce qu'on a parlé de changement de modèle? J'aimerais commencer d'abord par là. Parce que le modèle aujourd'hui économique et social français, il se caractérise essentiellement par trois grands éléments. Le premier, c'est le chômage de masse. Nous le connaissons. Nous, économistes, on va vous dire qu'en France, le chômage structurel est autour de 9% de la population active. 9%, c'est beaucoup. C'est au-delà de la plupart de nos voisins européens. Deuxième point, qui est très frappant quand on regarde le portrait social de la France, c'est le déficit de mobilité sociale. Quand vous regardez, par exemple, le devenir des enfants d'ouvriers, le devenir des cadres supérieurs, vous avez un enfant sur deux de cadres supérieurs qui reste cadre supérieur et 10% d'enfants d'ouvriers qui deviennent cadres supérieurs. Pour les enfants d'ouvriers, c'est l'inverse. Vous avez 10%, je viens de dire, qui deviennent cadres supérieurs et 50% qui restent ouvriers. Et donc cette forme, ce que Emmanuel Macron appelait assignation à résidence, elle est extrêmement démobilisatrice dans notre société. La troisième caractéristique, c'était que nous avions, d'une certaine manière, une économie que l'on appelle de rattrapage, et pas tellement une économie d'innovation. C'est-à-dire que si l'on regarde le niveau d'innovation, d'investissement, ça a été évoqué lors de la dernière table ronde de nos entreprises, nous investissons moins que nos partenaires, et nous investissons parfois avec une qualité moindre. Et il en découle évidemment une préférence pour le présent, une préférence pour les salaires ou les dividendes, plutôt que pour l'investissement. Ça, c'est le portrait économique et social de la France que nous connaissons depuis, hélas, 30 ans. Vous évoquez trois points, font écho à ces trois éléments, à ces trois verbes, libérer, protéger, investir. Pas être trop long parce que je comprends qu'il y a des petits buzzers qui nous scrutent, mais vous donnez quelques-uns des éléments de réponse que nous avons essayé d'apporter, que vous avez essayé d'apporter depuis 15 mois. Le premier élément de réponse, ça a été une réforme structurelle de la manière dont fonctionne l'emploi et le travail en France. Je le dirais simplement en deux mots. Fluidifier les embauches en CDI, faire en sorte que les employeurs préfèrent dorénavant le CDI plutôt que le CDD ou l'intérim. Et deuxièmement, décentraliser le dialogue social, c'est-à-dire donner aux acteurs de terrain du marché du travail plus de prérogatives par rapport soit aux législateurs, et c'est parfois difficile pour les législateurs de s'amputer d'une certaine manière de certaines prérogatives, ou soit parfois aux administrations centrales. Deuxième catégorie de réponse qu'on a apportée, celle-là aussi elle est difficile à porter politiquement, il faut s'en rendre compte. Ça a été de transformer un certain nombre de dépenses publiques que nous avons et qui sont passives au sens où elles ne créent pas de valeur ajoutée, de les transformer en dépenses d'investissement social. Je prendrai simplement un exemple, je sais que Laurent Grandguillaume reviendra très certainement là-dessus, mais aujourd'hui, l'assurance chômage, c'est pour l'essentiel 30 milliards d'euros chaque année, 1,5 point de notre richesse nationale, qui est dépensé pour fournir des prestations aux allocataires qui y ont droit. Certaines expérimentations ont permis de transformer ces fonds-là qui sont passifs en les donnant à un fonds global qui permette d'insérer des gens dans des CDI plutôt que de les indemniser pour rester au chômage. Ça s'appelle territoire zéro chômeur, on y reviendra. C'est un exemple de transformation de quelque chose qui existait depuis longtemps, qui était passif. On pourrait également parler des contrats aidés, dont 2 tiers, je le rappelle, ne bénéficiaient pas d'une formation, d'un accompagnement, de les transformer en dispositifs d'investissement social que l'on va évaluer au fur et à mesure et qui permettront, on l'espère, d'avoir des résultats d'insertion professionnelle bien meilleurs. Troisième et dernière catégorie de réponse, je ne peux évidemment pas être exhaustif, ça a été de baisser la fiscalité et les contraintes qui existent aujourd'hui sur les entreprises. Alors on a dit, ce que vous savez en termes de commentaires politiques sur ces choix-là. Ce qu'on constate néanmoins lorsqu'on regarde les chiffres, c'est que la France a regagné en attractivité, et si on veut être tout à fait honnête, elle regagne en attractivité chaque année depuis 2015. Et donc, quel que soit notre pouvoir politique, je pense que c'est un élément dont il faut se réjouir. Je terminerai peut-être cette introduction pour ne pas être trop long sur quelques éléments peut-être d'un premier bilan, disons, à 15 mois, à 1 an, après le début de ce quinquennat. Bien sûr, c'est très tôt, mais ce que l'on peut voir, c'est que certaines pistes se dessinent, qu'elles sont plutôt positives, mais qu'il reste des défis. Je dirais qu'au rayon des plus, je mettrai la question de l'emploi. L'emploi progresse en France.
quelque chose qu'il faut dire. On a créé depuis un an 240 000 emplois dans le secteur salarié. C'est un rythme qui est exceptionnel dans un pays comme la France. On a recréé des emplois dans un secteur d'activité qui avait détruit 1 million de postes depuis la crise. Je parle évidemment de l'industrie. C'est la première année que ça nous arrive. Il faut prendre conscience aussi de ce tournant économique qui est en train de se produire. Deuxième élément de bilan, extrêmement positif, je vais bientôt conclure, la question de la précarité. On nous a beaucoup dit que la part des CDD dans les embauches représentait plus de 80%, et c'était vrai. Et que donc, un certain nombre de catégories, notamment la génération à laquelle je fais partie, les jeunes, n'ont jamais connu un marché du travail où la norme était le CDI. Ce n'est pas vrai. Dans les années 2000, la moitié des embauches étaient en CDI. Aujourd'hui, elle est passée à 30%. Et néanmoins, la part des CDD est en train de reculer, progressivement, parce qu'en incitant les employeurs à aller sur du CDI, en donnant un peu plus de latitude au moment de la débauche, si l'embauche a été mal calibrée, ou si les conditions de l'entreprise ne sont pas favorables, on a aussi facilité l'embauche en CDI. Simplement pour vous dire que tout ça s'est fait sans creuser les déficits publics, que c'est quelque chose à relever, que c'est aussi un atout que nous avons dans les négociations européennes, parce qu'en 2019, la France, pour la 3e année consécutive, respectera ses engagements. Et tout ça pour vous dire enfin qu'il reste néanmoins des défis. Je pense qu'on va les aborder. La question naturellement de la pauvreté, notamment des nouvelles formes de pauvreté qui se développent dans notre société. Il y a aujourd'hui 3 millions de travailleurs pauvres. C'est une réalité que nous ne connaissions pas dans les années 90. La question évidemment qui est presque inachevée, une réflexion inachevée de la démocratie dans l'entreprise. Et puis enfin le rôle aujourd'hui qui est prépondérant du capital dans la reproduction des inégalités. Je conclue et je résume en vous disant peut-être 2 mots. La France a retrouvé le chemin de la prospérité. Ça, il faut le dire. Mais elle reste aujourd'hui confrontée à 2 défis qui sont majeurs. Faire en sorte que cette prospérité profite à tous, et faire en sorte que cette prospérité n'hypothèque pas notre planète. Je crois que ce sont certains des débats et certains des enjeux que nous gagnons.